Dans cette leçon, on va découvrir Live Migration. Mais avant d'implémenter cette fonctionnalité, on va présenter la Live Migration. L'un des principaux avantages de la virtualisation de serveurs, sinon l'avantage principal, est la possibilité de consolider plusieurs serveurs physiques en un seul serveur Hyper-V exécutant plusieurs machines virtuelles. Comme les ordinateurs virtuels s'exécutent tous sur la même plateforme matérielle virtualisée, il est facile de les déplacer vers différents hôtes Hyper-V à des fins d'équilibrage de la charge ou de tolérance aux pannes. Live Migration est une fonctionnalité Hyper-V qui permet de déplacer une machine virtuelle d'un hôte Hyper-V à un autre pendant son exécution et surtout sans interruption du service. Live Migration n'est pas une alternative à Hyper-V Replica qu'on va découvrir dans une prochaine leçon. Il ne déplace pas les fichiers de données de la machine virtuelle. Live Migration est conçu pour les environnements dans lesquels les machines virtuelles ont déjà accès au stockage de données partagées. Ce qui est migré, c'est l'état du système et le contenu de la mémoire vive. Si par exemple un failover cluster Hyper-V exécute un serveur web et que les nœuds du cluster accèdent tous à la même baie de stockage contenant les fichiers du site web, Live Migration peut déplacer une machine virtuelle d'un hôte Hyper-V à un autre sans interrompre les transactions clients en cours. Conçu à l'origine pour une utilisation sur des failover clusters avec des sous-systèmes de stockage partagé physique, Live Migration dans Windows Server 2016 peut désormais fonctionner avec des systèmes non mis en cluster, des systèmes dans différents domaines ou aucun domaine et des systèmes utilisant presque tout type de stockage partagé, physique ou virtuel. Une live migration typique d'une machine virtuelle se déroule comme suit. Le serveur source établit une connexion avec le serveur de destination, crée une machine virtuelle non peuplée et confirme qu'il dispose des ressources pour recréer la machine virtuelle source, notamment une mémoire suffisante et un accès au stockage partagé contenant les fichiers de la machine virtuelle. La destination alloue de la mémoire et d'autres ressources à la nouvelle machine virtuelle, essentiellement en recréant la configuration matérielle virtuelle de la nouvelle machine virtuelle. Le serveur source commence à transmettre les pages de mémoire de la machine virtuelle à la machine virtuelle de destination. La machine virtuelle source fonctionne toujours à ce stade, desservant les clients de la manière habituelle. Cependant, au fur et à mesure du transfert de la mémoire, Hyper-V sur le serveur source commence à marquer les pages de sa mémoire qui ont changé depuis le début du transfert. Une fois le transfert de mémoire initial terminé, le processus reprend et le serveur source transfère les pages de mémoire modifiées depuis le début du transfert. Ce processus se répète en plusieurs fois jusqu'à ce que les serveurs atteignent un point critique auquel leur état de mémoire est identique. À ce stade, le traitement et les entrées-sorties sont suspendus sur la machine virtuelle source et le contrôle des ressources de stockage est transféré à la machine virtuelle de destination. La machine virtuelle de destination dispose à présent d'un contenu de mémoire, d'état de processeur et des ressources de stockage à jour et peut reprendre les fonctionnalités de la machine virtuelle. Une fois la machine virtuelle de destination opérationnelle, Hyper-V informe le commutateur réseau de la modification, enregistre l'adresse MAC de la machine virtuelle de destination et l'associe à son adresse IP, de sorte que le trafic réseau soit redirigé vers la nouvelle machine virtuelle sur l'hôte Hyper-V de destination. Malgré toute cette activité, le basculement est invisible, à la fois pour les clients et pour le logiciel exécuté sur la machine virtuelle. De nombreux facteurs peuvent influencer sur la vitesse d'une live migration, notamment la quantité de mémoire à transférer, la bande passante disponible sur le réseau et la charge de travail sur les serveurs source et de destination. Cependant, tout retard perceptible est généralement causé par le temps nécessaire au réseau pour propager le changement de destination. On va parler maintenant de la live migration dans un cluster. Lorsque vous utilisez la fonctionnalité Failover Clusters dans Windows Server 2016 pour créer un cluster Hyper-V, vous utilisez la console gestionnaire Failover Cluster pour lancer l'assistant nouvelle machine virtuelle. L'assistant lui-même est identique à celui auquel vous pouvez accéder via le gestionnaire Hyper-V, mais après la création de la machine virtuelle, le gestionnaire Failover Cluster lance l'assistant de haute disponibilité qui configure la machine virtuelle de manière à prendre en charge la fonctionnalité Live Migration. Dans Windows Server 2016, il est possible d'effectuer Live Migration entre des serveurs Hyper-V non mis en cluster, même s'ils doivent appartenir au même domaine ou à des domaines approuvés. Avant de pouvoir le faire, vous devez toutefois configurer les paramètres de Live Migration, à la fois sur le serveur source et le serveur de destination. Pour implémenter la fonctionnalité Live Migration, on va avoir besoin de 3 machines virtuelles, une machine virtuelle qui va jouer le rôle de contrôleur de domaine et 2 machines virtuelles qui vont jouer le rôle de hôte Hyper-V.
Donc je vais ajouter le rôle Hyper-V sur deux machines virtuelles. Ensuite, je vais créer une machine virtuelle sur l'une des machines virtuelles. Donc on va activer le Nested Virtualisation pour permettre d'ajouter le rôle Hyper-V sur une machine virtuelle et créer d'autres machines virtuelles sur la machine virtuelle. Bien sûr, c'est seulement pour notre TP. Dans la réalité, les hôtes Hyper-V doivent être des machines physiques, puisque j'ai un seul ordinateur physique qui joue le rôle de hôte Hyper-V. Donc, je vais activer la fonctionnalité de Nested Virtualisation sur deux machines virtuelles pour ainsi pouvoir implémenter Live Migration et migrer une machine virtuelle depuis un hôte Hyper-V qui est réellement une machine virtuelle vers un autre hôte Hyper-V qui est en réalité une autre machine virtuelle. Je vous ai préparé un script PowerShell qui contient toutes les commandes pour notre TP. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer la première machine virtuelle sur laquelle je vais ajouter le rôle Active Directory Domain Service. Ensuite, je vais démarrer les deux machines virtuelles sur lesquelles je vais ajouter le rôle Hyper-V, mais au préalable, je vais les ajouter dans le domaine Active Directory. Ensuite, je vais ajouter le rôle Hyper-V. Ensuite, je vais créer une machine virtuelle sur l'une des deux machines virtuelles. Je vais installer un système d'exploitation, par exemple Windows Server 2016 Standard Edition avec l'option d'installation Core pour ne pas utiliser beaucoup de ressources système, surtout question de RAM. Ensuite, je vais activer la fonctionnalité Live Migration sur les deux hôtes Hyper-V, donc sur les deux machines virtuelles. Ensuite, je vais lancer la migration et on va vérifier le transfert de la machine virtuelle d'un hôte Hyper-V vers un autre et surtout vérifier la disponibilité de la machine virtuelle, donc la non-interruption du service offert par la machine virtuelle qui va être migrée d'un hôte Hyper-V vers un autre. Capable, il y aura quelques secondes, presque 2 secondes d'interruption. Ensuite, le service va être disponible de nouveau. Quand est-ce qu'on va utiliser Live Migration? Lorsque, par exemple, on va effectuer des tâches de maintenance sur l'un des hôtes Hyper-V qui héberge la machine virtuelle qui offre des services aux clients. Donc, dans ce cas, on va migrer cette machine virtuelle vers un autre hôte Hyper-V sans interrompre bien sûr le service offert par cette machine virtuelle et ensuite on pourra éteindre le premier hôte Hyper-V, le serveur hôte Hyper-V et effectuer des tâches de maintenance ou par exemple pour éviter l'interruption du service offert par la machine virtuelle ou les machines virtuelles hébergées sur le hôte Hyper-V en cas de désastre, par exemple un ouragan. Donc on va migrer toutes les machines virtuelles se trouvant sur le hôte Hyper-V qui se trouve dans la zone de la catastrophe naturelle, par exemple un ouragan. Donc on va planifier le transfert, la migration de ces machines virtuelles vers un hôte Hyper-V qui se trouve sur un autre site physiquement loin de la zone dans laquelle l'ouragan va passer, sans interrompre bien sûr les services offerts par les machines virtuelles. Donc on va commencer avec la première machine virtuelle sur laquelle je vais ajouter le rôle Active Directory Domain Service, mais au préalable, je dois restaurer les machines virtuelles vers un checkpoint qui contient une configuration initiale. Donc je vais cliquer sur la commande get_vm pour afficher toutes les machines virtuelles disponibles. Donc voilà, donc je vais utiliser ces 3 machines virtuelles. Voilà, DC01, SRV01, SRV02. Donc je vais restaurer les 3 machines virtuelles. Donc je vais commencer avec DC01, voilà. Donc je vais sélectionner cette commande restore. Donc restore VM snapshot. Voilà. Très bien. Ensuite, je vais configurer une quantité de RAM pour cette machine virtuelle de 2 GB. Je vais faire la même chose avec la machine virtuelle SRV01, je vais la restaurer. Très bien. Et configurer une quantité de RAM de 3 GB. Pourquoi 3 GB? Pour pouvoir créer une machine virtuelle dans cette machine virtuelle et pouvoir la démarrer et installer le système d'exploitation. Donc 3 GB vont être partagés entre cette machine virtuelle SRV01 et la machine virtuelle qui va être créée dedans. Bien sûr, je vais créer une machine virtuelle sur laquelle je vais installer le Windows Server 2016 Standard Edition avec l'option d'installation Core pour ne pas gaspiller beaucoup de RAM. Donc je vais lui assigner pour une première installation 1 GB, ensuite je vais lui assigner 512 MB. Ensuite je vais activer Nested Virtualisation sur cette machine virtuelle. Donc
je vais lancer la commande set via processeur sur la machine virtuelle SRV01 et le paramètre pour activer Nested Virtualisation, c'est Expose Virtualization Extension. True, bien sûr, true, donc pour pouvoir ajouter le rôle Hyper-V. Très bien. Ensuite, je vais lancer cette commande pour activer le MAC Address Spoofing. Cette commande me permet d'accéder à la machine virtuelle qui va être hébergée dans la machine virtuelle SRV01. Très bien. Maintenant, toutes les machines virtuelles qui vont être créées dans cette machine virtuelle vont être accessibles, à condition de les connecter sur un switch virtuel de type externe. Alors, je vais faire la même chose avec la troisième machine virtuelle plutôt, donc SRV02. Je vais la restaurer vers un état initial. Très bien. Je vais lui assigner une quantité de RAM de 2 GB. Je vais activer Nested Virtualisation pour pouvoir ajouter le rôle Hyper-V et je vais activer le MAC Address Spoofing pour accéder aux machines virtuelles qui vont être créées dedans. Très bien. Pour l'instant, je vais démarrer deux machines virtuelles. DC01 pour installer le rôle Active Directory Domain Service et deuxième machine virtuelle SRV01 pour ajouter le rôle, pour l'intégrer au domaine, pour ajouter le rôle Hyper-V, pour créer la machine virtuelle et installer le système d'exploitation sur cette machine virtuelle virtualisée. Donc ensuite activer Live Migration. Pourquoi je vais démarrer seulement deux machines virtuelles? Pour avoir une quantité de RAM suffisante. À la fin, donc, je vais réduire la quantité de la RAM de la machine virtuelle SRV01. Je vais réduire la quantité de RAM sur la Nested Virtual Machine pour ensuite pouvoir démarrer la troisième machine virtuelle SRV02, activer le Live Migration, ajouter le rôle Hyper-V, activer la fonctionnalité Live Migration et migrer la machine virtuelle. Donc, je vais démarrer DC01, voilà, Start VM DC01. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un fichier texte qui va contenir le mot de passe crypté du compte administrateur de la machine virtuelle DC01. Donc je vais créer la variable du mot de passe. Ensuite, je vais créer la variable qui va contenir le nom d'utilisateur. Ensuite, je vais créer une variable qui contient le nom d'utilisateur et le mot de passe de la machine virtuelle DC01. Ensuite, je vais ouvrir une session sur la machine virtuelle DC01. Pourquoi j'ai créé ces variables et j'ai créé ce fichier texte qui contient le mot de passe crypté? Tout simplement pour directement accéder à la machine virtuelle sans retaper les identifiants. Voilà, donc j'ai créé la variable du mot de passe, j'ai créé la variable de nom d'utilisateur. Voilà, j'ai créé la variable qui contient les deux informations, les identifiants. Et maintenant, je vais accéder à la machine virtuelle. Donc, inter-pièce session. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant activer la règle du parfait pour pouvoir pinguer cette machine virtuelle. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter le rôle Active Directory Domain Service sur la machine virtuelle DC01. Voilà. Maintenant, je vais créer une nouvelle forêt qui contient le premier domaine racine. Le nom du domaine, c'est tsit.lan. Bien sûr, le mode du domaine, c'est serveur 2016. Le mode de la forêt, c'est serveur 2016. Avec le mot de passe de restauration Active Directory. Avec le chemin de la base de données. Voilà, le chemin de la base de données, le chemin de fichier log et le chemin du dossier sysvol pour la réplication des différentes partitions du domaine vers les autres contrôleurs de domaine, en cas où j'ai plusieurs contrôleurs de domaine. Le nom de NetBIOS c'est TSIT et bien sûr je vais ajouter le rôle DNS et à la fin, bien sûr, sans confirmer la création de cette nouvelle forêt. Donc je vais lancer cette commande. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démarrer la deuxième machine virtuelle SRV01 et commencer à la configurer. Start VM SRV01. Très bien. Et bien sûr, je vais faire la même chose. Je vais créer le fichier texte qui contient le mot de passe crypté de la machine virtuelle et les identifiants. Ensuite, accéder à
ensuite accéder à la session PowerShell direct. Donc, je vais créer le fichier texte. Je vais créer la variable du mot de passe. Je vais créer la variable du nom d'utilisateur. Voilà. Les identifiants et accéder à la machine virtuelle. Maintenant, on va activer la règle du pare-feu afin de pinguer ce serveur. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer notre fichier texte qui contient le mot de passe crypté, mais cette fois-ci, du contrôleur de domaine. Ce fichier texte va être créé dans la machine virtuelle SRV01 et non pas sur le hôte Hyper-V physique. Pourquoi je vais créer ce fichier texte et les variables des identifiants du contrôleur de domaine? C'est pour ajouter le serveur SRV01 dans le domaine Active Directory. Et je vais créer donc toutes les variables. Voilà. Je peux sélectionner toutes les commandes et les exécuter une seule fois. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter le serveur SRV01 dans le domaine TSIT avec les identifiants du contrôleur de domaine. Ensuite, je lui ai demandé de redémarrer, bien sûr, forcer l'exécution de cette commande. Voilà, donc maintenant, je vais attendre que le serveur redémarre. Donc je vais accéder une nouvelle fois au serveur SRV01. Donc je vais lancer cette commande directement. Très bien, j'ai ouvert une session PowerShell Direct sur le serveur. Vous remarquez que maintenant, désormais, je ne suis pas obligé de retaper à chaque fois les identifiants pour ouvrir cette session. Donc grâce aux variables que j'ai créées au début. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer le TP. Donc je vais ajouter le rôle Hyper-V sur ce serveur SRV01. Donc install Windows Features, name Hyper-V, et je vais ajouter toutes les fonctionnalités qui dépendent du rôle Hyper-V et le Management Tools. Je vais redémarrer ce serveur pour pouvoir terminer l'installation du rôle Hyper-V. Voilà, donc je lance cette commande et bien sûr, pourquoi il a pu installer le rôle Hyper-V? Tout simplement parce que j'ai activé le Nested Virtualisation sur cette machine virtuelle SRV01. Très bien, maintenant le serveur va redémarrer, donc je vais attendre que le serveur redémarre pour ensuite ouvrir une nouvelle fois une session PowerShell Direct et continuer le TP. Très bien, maintenant après que le serveur a redémarré, et après que le serveur a été ajouté au domaine Active Directory, donc je vais modifier les identifiants pour ouvrir la session PowerShell sur le serveur SRV01. Pourquoi? Parce qu'au début, dans le nom d'utilisateur, j'utilisais l'ordinateur local SRV01. Désormais, je vais ouvrir une session administrateur sur le domaine tsit.lan. Très bien. Je vais modifier la variable qui contient les identifiants et je vais ouvrir la session PowerShell Direct sur le serveur SRV01 avec une session de domaine. Très bien, donc là il a ouvert la session. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc c'est bon, j'ai installé le rôle Hyper-V, voilà. Donc maintenant je vais lancer cette commande pour créer un switch virtuel. Donc le switch virtuel, ça va être, je vais lui donner le nom de vSwitch et je vais créer un switch de type external. Donc pour le type external, donc il faut taper les paramètres net adapter name. Donc vous allez donner un nom à l'adaptateur et le paramètre allow management OS true. Donc c'est pas la même chose pour les autres types de switch virtuel. Donc le cas du switch virtuel de type private ou internal, c'est simple, donc la commande ne contient pas ces deux paramètres. Il suffit de taper switch type et mentionner le type de switch internal ou private.
Très bien, donc là, vous remarquez que le type switch type, c'est external. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une nouvelle machine virtuelle. Très bien. Donc la machine virtuelle va porter le nom de VM01 avec une mémoire